Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Il existe un lieu où les bourrines ont la tête dans les nuages. En tout cas, c'est ce que le nouveau Davio vous promet. Oui, parce que le Davio, c'est en fait une petite beauté, un petit lifting. Après 18 mois de fermeture, il rouvre ses portes. Et justement, que va-t-on pouvoir voir dans ce nouveau Davio? Va-t-on découvrir le Marais ou alors le redécouvrir pour ceux qui le connaissaient avant? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir et de comprendre avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de l'accueillir, j'accueille des filles le vendredi. C'est assez rare pour le souligner. J'accueille... c'est vrai. Oh, quelle entrée en matière. Aïda et Fanny. Bonjour Aïda. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Ouais, tout va bien. Voilà. Aïda, on va parler livre avec vous. Écoutez, cette semaine, on a eu le sacre d'Édouard Ier, d'Emmanuel Ier aussi. Alors, je me suis dit qu'une petite plongée dans l'histoire ne serait pas mal. Alors, un siècle de sacre. Oh la vache, Jean Descartes. Blague à part, 17 sacres entre 1838 et 2014. D'accord. Et puis un autre livre d'histoire. Je voulais surtout amener, pas pour le livre aussi, mais surtout pour la fille que j'ai rencontrée récemment, Alexandra de Broca, qui est productrice de télévision, auteure aussi, et qui est une belle rencontre. Donc du coup, je me suis dit, allez, on fait une chronique histoire aujourd'hui. Voilà. C'est très bien. En attendant la suite de l'histoire, justement. Merci Aïda. Fanny, on va parler aussi livre, mais on va parler... Alors, on va parler de La Petite Morte. Ah, alors ça, je connais pas du tout. Alors, La Petite Morte de David Maurier, c'est chez Delcourt. Je vais vous en parler. C'est une petite perle d'humour noir, mais en même temps... tendre, poétique. C'est ça. Voilà. On va voir ça. Et puis... Terre. D'accord. Donc, le nouveau Rodolphe Dubois aux éditions... Daniel Maguen, toujours de magnifique ouvrage. Et puis la petite parenthèse, la grosse parenthèse. La très lourde parenthèse. Et lourde, voilà. De Luz. On va voir ça, c'est un bouquin sur le rock. On verra ça tout à l'heure, merci. Et c'est le retour de Max. Alors, on n'est pas que entre filles, il y a Max aussi. Mais Max, ça faisait quand même un sacré bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Il revient d'Allemagne, il était en tournée là-bas. Donc, on le verra évidemment à la fin de cette émission. Alors, nous parlons du Davio aujourd'hui dans la grande émission, juste avant le week-end. Voilà, vous regardez l'émission et demain vous partez au Davio. Et nous en parlons avec Annie Josse. Bonjour Annie. Bonjour. Vous êtes la responsable des sites patrimoniaux. Alors, juste pour préciser les choses, pourquoi on ne dit pas simplement la responsable du Davio? Parce que le service recouvre 5 sites. Ouais. Donc le Davio forcément, Biotopia, le musée Charles Missando, Déambule et Culmino. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas que en charge du Davio, même si le Davio a dû être un gros morceau. C'est un gros morceau avec Biotopia, ouais. Voilà, alors le Davio, il a fermé pendant 18 mois, il a rouvert ses portes, et ils ont créé un petit teaser pour vous donner envie d'y aller, et ça donne ça. Il va falloir y aller pour découvrir la suite. C'est vraiment le principe du teaser, c'est que ça met l'eau à la bouche. Il va falloir se déplacer jusqu'au Davio pour voir le nouveau Davio. Alors, juste pour géographiquement situer le Davio, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le Davio, ça se situe où exactement, Annie? À la Barre de Mont, on est en plein milieu du Marais, c'est-à-dire qu'on est dans la connexion entre le Marais salé et le Marais doux, donc c'est un lieu assez stratégique, sur le lieu dit le Davio, d'où le nom du site, le Davio. Et le Davio, ça veut dire quoi? C'est le nom du lieu dit. C'était la ferme qui était originellement à l'origine du site. D'accord. Alors, c'est pas un site qui est nouveau. Ah non. Le Davio existe depuis 1981. Donc presque 40 ans. Ouais, presque, ouais. Et l'origine de ce Davio, alors je vais dire l'ancien Davio pour faire le parallèle avec on va en parler de la nouveauté de ce nouveau Davio. C'était quoi le but de ce Davio-là? Alors déjà, c'était un sacré projet, une vraie aventure humaine, puisqu'à la base, c'est vraiment un travail d'une association qui s'appelait l'Art Expo, qui est à l'origine finalement du Davio, qui existe toujours, qui est très active effectivement, et qui, dès la fin des années 70, a eu à cœur de travailler autour des danses et des musiques en collectant autour des anciens. Et à partir de là, ils ont commencé à collecter un certain nombre d'objets, et l'idée est venue de se dire, finalement, avec tout ça, on peut peut-être proposer quelque chose d'intéressant, en tout cas pour sauver ou en tout cas garder trace, conserver une culture qui était en voie de transition, c'est-à-dire avec certes des pans culturels qui disparaissaient, mais aussi qui évoluaient. Donc de là est née cette idée
ce sur quoi la communauté de communes, dans sa forme historique, s'est associée au projet, et la conservation départementale des musées. Donc finalement, on a 3 cofondateurs qui sont partis dans cette aventure qui a pris naissance avec le Davio donc en 1981 et qui dure depuis tout ce temps-là. Et qui vraiment change de cap, entre guillemets, enfin change même de communication à partir de l'ouverture qui a lieu qui a commencé samedi dernier. Vendredi, il y a une semaine. Le Davio, à l'origine, moi je pense tout de suite à la bourrine. Il y avait ça, c'était la bourrine, c'était les animaux, c'était très rural. Très terroir. Oui. On va évidemment expliquer ce que c'est que le Davio nouvelle génération, on va dire. Vous avez voulu garder ça aussi, garder cette histoire, cette historique, ce patrimoine que justement cette association L'Art-Expo avait mis en place. Totalement, parce que quand on parle d'une aventure humaine, il faut imaginer que n'étaient réellement sur site que 2 bâtiments. La ferme du Davio, qui a été à l'origine de l'implantation sur site, et une petite bourrine à côté. Autrement, tout le reste sont des bâtiments qui ont été démontés et reconstruits. Alors vous imaginez, ce sont des passionnés qui, nuit et jour, en passant tout leur week-end, des bénévoles qui ont démonté pierre par pierre un certain nombre de ces bâtiments pour les reconstruire sur le site, pour créer artificiellement finalement une espèce de... Alors on parle d'un appartement témoin finalement de l'architecture du Marais. C'est Christophe Vital qui est le conservateur qui nous a suivis et qui finalement est parti en retraite il n'y a pas si longtemps que ça et qui a été aussi à l'origine du projet tout début. Et il utilisait cette expression pour montrer que finalement on a rassemblé artificiellement sur ce site tout ce qui peut être représentatif de l'architecture du Marais. Et donc ça, pour nous, c'est une valeur inestimable parce que il faudrait faire parfois quelques kilomètres pour pouvoir découvrir ces différents bâtiments. Donc il y a déjà cet aspect-là, et puis aussi c'est un volet environnemental qui, je parlais tout à l'heure d'entrée de jeu d'un marais doux et d'un marais salé, mais on est dans cette connexion où on offre sur un tout petit territoire comme ça une multitude de facettes du paysage qui en fait aussi un lieu très dépaysant au final. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on part sur une autre, comme si on était dans un autre pays. C'est vrai que on est hors du temps. Souvent, c'est ce que les visiteurs nous disent. Tout d'un coup, on fait une pause comme ça dans le temps. Non pas qu'on revient forcément dans le passé, mais c'est juste qu'on arrête tout d'un coup pour découvrir autre chose. On se pose, et voilà, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Fanny ? Oui, je me demandais, est-ce que c'est ce qu'on appelle des œuvres de patrimoine quand des bénévoles comme ça reconstruisent ou restaurent, non ? Alors, c'est difficile de le qualifier comme ça. Je pense que avant tout, c'était à l'époque où aussi les tout premiers écomusées naissaient. Exactement. Donc, on était dans une dynamique très très forte en termes de patrimoine. Aujourd'hui, avec le recul, on pourrait peut-être le qualifier ainsi, mais je pense qu'à l'époque, on était très loin de partir là-dessus. Ou en tout cas, on sentait que finalement, on était en train de construire quelque chose qui était important, qui allait durer dans le temps. Mais je ne sais pas si eux-mêmes s'étaient imaginés il y a plus de 40 ans de ça que le site serait toujours là aujourd'hui et qu'on allait lui offrir un deuxième visage. C'est assez rare d'ailleurs, enfin c'est assez rare, je dis peut-être une grosse bêtise, mais j'ai l'impression que c'est pas si courant que ça que des habitants prennent en main un peu leur géographie et leur patrimoine pour le communiquer aussi, mais physiquement, j'entends physiquement parlant, grâce à l'habitat, etc., pour le communiquer à d'autres. Il y a en 80, c'était pas si courant que ça. Alors, c'était pourtant à l'origine du concept même d'un écomusée. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, et c'est ce qui symbolise clairement, nous, le Davio, parce que ce sont c'est d'abord la société civile, hein, c'est vraiment des habitants bénévoles qui sont partis de ce patrimoine et qu'on en fait quelque chose. Donc, c'est ce qui fait l'essence d'un écomusée. Ce qui était compliqué, c'est de se dire, voilà, quelques années après, il y a une génération qui passe. Il y a eu de Varine qui disait qu'un écomusée, c'est le temps d'une génération. Finalement, il faudrait qu'il s'auto-détruise au bout de cette génération pour renaître. Voilà, sur autre chose. Alors, je ne sais pas si on en est, nous, dans cette étape-là. Mais en tout cas, on a essayé de renouer un site qui était existant avec une population. D'où l'intérêt de notre démarche participative, qui était de se dire, certes, on n'est plus dans la même dynamique que lorsqu'il a été créé dans les années 70 ou tout début 80, mais on a voulu recréer du lien déjà avec la population, avec cette démarche participative. Ouais. Ce qui veut dire que votre public n'est qu'un public local ? Pas du tout. Si vous dites que vous voulez recréer des liens avec la population, enfin les habitants... On a vraiment 2 axes. Ouais. On est un site qui est ancré dans un territoire et qui porte un territoire, et on l'a voulu porter aussi par ses habitants. Donc clairement, on a aussi des habitants qui viennent et qui reviennent, qui le nourrissent, qui contribuent et qui finalement l'enrichissent. Et puis à côté de ça, la volonté, c'est aussi de faire comprendre un territoire à des gens qui ne le sont pas et qui ont envie de le découvrir. Et souvent, c'est la particularité, c'est que lorsqu'on a des estivants qui arrivent sur notre territoire,
voir, le Marais breton, c'est pas du tout l'image qu'ils en ont. Souvent, ils ont quelle image d'ailleurs? Je vous coupe, Annie, mais ils ont quelle image du Marais? C'est une image un peu d'Épinal, marécageuse, où on puise cet imaginaire dans la littérature, y compris dans les films type Le Seigneur des Anneaux, où le marais, c'est forcément grouillant d'eau, quelque chose qui est pas très positif. Enfin, souvent, c'est... Voilà, c'est... Ou alors, c'est à l'image des grands sites comme le Marais Poitevin ou le Marais de Brière, où il y a une étendue d'eau où l'eau est omniprésente. Et c'est vrai que le Marais breton, il n'est pas du tout dans cet esprit-là. Et ça nous arrivait aussi d'avoir des visiteurs précédemment qui venaient et qui disaient, bon, alors on vient visiter le Davio, il paraît qu'il y a un marais, mais il est où? Donc ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le marais. Non, je pense qu'il a fallu dans un premier temps que nous, on déchiffre les codes de ce qu'est le Marais breton. Donc avec cette spécificité, puisque l'eau est finalement assez peu présente, puisque souvent cachée du regard en étant dans les étiers. Quand ils y viennent l'été, c'est vrai que c'est un marais qui est grillé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un... C'est jaune. Voilà, c'est jaune, c'est ocre. Donc il a fallu qu'on recrée un esprit immersif sur le site et qu'on vienne décoder ce qui fait la particularité et les caractéristiques même du Marais breton. D'où le parcours que l'on va avoir, enfin on voit déjà le chemin qu'on peut faire, tout le parcours à l'extérieur, etc. Tout à fait. Mais si vous allez au Davio, vous ne verrez pas de hobbit, je vous le dis tout de suite. C'est pas la contrée, hein, on est d'accord? Voilà, on va en reparler évidemment Annie, et puis on va rentrer dans le détail de ce que l'on va pouvoir redécouvrir ou voir dans ce nouveau Davio, mais d'abord on va parler bande dessinée avec Fanny. Elle passe des bouquins, Fanny. Alors, dites-moi, ça s'appelle La Petite Mort. Alors, je peux pas parler de La Petite Mort sans vous... La Petite Morte, pardon, parce qu'en fait, il y a eu 3 autres tomes avant, La Petite Mort. D'accord. Et je peux difficilement vous parler de La Petite Morte sans vous parler de son créateur, parce que c'est indissociable, en fait. D'accord. C'est vraiment un univers, c'est l'univers David Mourier, qui est très prolifique, puisque c'est un scénariste, un réalisateur, un acteur de série TV, qui... c'est très connu en fait sur la toile. D'accord. Donc tout ce qui est web série, web télé. Par exemple, avec Monsieur Poulpe, il a animé et réalisé Monsieur Poulpe, le Golden Show. Voilà, il y a des les recettes pompettes ou l'émission d'Antoine. Voilà, donc en fait, vous le connaissez. Voilà, c'est ça. Mais je connaissais pas Davy, je connaissais Monsieur Poulpe. Voilà, il fait des BD qui se vendent super bien, mais en même temps. Je vous laisse regarder Annie. Il a un univers où on rentre dedans très facilement. Alors, c'est pas, on dirait pas comme ça. Ça a l'air très très simple. Ça a l'air très simple. Et en fait, non, j'ai l'impression. Mais ça se lit super bien. Ouais, c'est ça. Donc pour revenir à La Petite Mort, donc c'est complètement décalé. Hein. C'est de l'humour noir, en fait. Je te dirais même plus sur ce tome-là. Parce que on est sur un personnage qui est détestable, misogyne à souhait, et qui donc Papa Mort. C'est Papa Mort, ça. C'est Papa Mort, en fait, et qui va se retrouver avec une petite fille. La Petite Morte, mais comme c'est une fille, en fait, il devient complètement con et ça se termine curieusement. Mais en réalité, c'est une manière de parler de la misogynie, des hommes qui battent leurs femmes, etc. Mais comme c'est... Ah oui, donc il s'empare quand même de sujets qui sont pas mais complètement, pas mais c'est que tout, le truc, c'est qu'il y va à fond, en fait. Hein. C'est à la limite... Bon, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça peut aussi bien plaire aux vrais misogynes, méchants, que à ceux qui, finalement... dénonce ça. D'accord. C'est à double tranchant. Et c'est le cas de le dire parce qu'on a une faux... Mais c'est toujours ce personnage-là sur les 2 autres tomes aussi, c'est toujours... c'est une histoire familiale. On commence avec La Petite Mort. D'accord. La Petite Mort, donc pareil, il y a Papa Mort, il y a Maman Mort, et puis ensuite La Petite Mort grandit, donc elle va se voir confier des missions un peu différentes. Ouais. Et ainsi de suite. Et donc, on se retrouve avec des grands-parents morts et qui vont tomber en poussière. D'accord. Et puis lui, en fait, c'est la 3e génération. Ouais. Et donc, La Petite Morte, c'est la 4e génération. Ça s'appelle La donc, Petite Morte. Donc, ils sont immortels. Ils doivent... leur rôle, c'est de faucher des vies. C'est presque, on dirait, des mangas. Je vous il y a peut-être une influence, mais moi, je dirais... Hello Kitty, le petit personnage derrière, là, on a un... C'est Hello Kitty. Donc c'est plein de petites références comme ça, vous allez découvrir, il y a les Télétobies et les Téléboobies, ou qui sont complètement dedans, il y a un néo-nazi, il y a un obèse qui arrête pas de manger, et puis... Et c'est drôle. Ah ben oui. Enfin après on connaît votre humour. C'est un humour geek, hein. Alors, d'accord, ok. Oui, c'est drôle, mais en même temps, je pense que c'est... Enfin...
ça casse des codes quelque part. Et puis il y a aussi le fameux grand tout, la mort fonctionne comme une espèce de corporation où le grand tout est en fait un grand tortionnaire. D'accord. Bon. Donc ça dénonce aussi certaines choses. Ça s'appelle La Petite Mort et c'est de David Mourier. C'est le volume 4. C'est le volume 4 et puis bon, faut lire les 3 premiers. D'accord. C'est aux éditions Delcourt. Merci beaucoup Fanny. On voit la suite tout à l'heure. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du nouveau Davio. Retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au Davio et plutôt au nouveau Davio qui vient d'ouvrir ses portes cette semaine, la semaine dernière. Nous sommes en compagnie d'Annie Josse qui est la responsable des sites patrimoniaux. Il y a plusieurs sites et notamment le Davio. D'ici quelques instants, le début de la chronique d'Aïda et la fin de la chronique de Fanny en ce qui concerne les livres et les bandes dessinées. Annie Josse, pourquoi il était nécessaire de faire évoluer le site du Davio? Vous auriez pu le laisser comme ça? On aurait pu le laisser comme ça, effectivement. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un site qui commençait à s'essouffler, dont l'image surtout était majoritairement jugée poussiéreuse par nos visiteurs. Un peu vieillotte, voilà. C'est-à-dire que je pense aussi qu'avec le temps, c'est un site qui a vieilli ne serait-ce que dans son contenu. C'est-à-dire que c'est d'abord une population qui avait à cœur de conserver une culture qui évoluait, mais qui connaissait cette culture, qui l'avait en héritage. Aujourd'hui, on parlait d'une génération à passer. On est aussi sur des publics qui sont différents, qui sont dans des attentes et dans des modes de visite qui sont différents. Donc, il fallait aussi s'adapter à ces nouvelles attentes. Et lorsqu'on parlait d'une toupe précédemment, tout le monde savait ce que c'était. Donc pas besoin de la présenter, si ce n'est de la mettre en vitrine et montrer qu'elle avait un rôle important dans l'alimentation, enfin dans l'approvisionnement en eau dans le marais. Or aujourd'hui, on a beau la présenter comme ça, personne ne savait ce que c'était. Donc forcément, la démarche qu'on va avoir et la manière de présenter l'objet va être forcément différente. Donc il y avait à la fois cette image effectivement passéiste, un peu vieillissante, poussiéreuse effectivement du Davio, et en même temps ces nouvelles pratiques de visite qui étaient différentes. Donc pour nous aussi, l'enjeu était de continuer à maintenir une fréquentation et même à la développer. Donc c'était un enjeu qui devenait effectivement primordial pour nous. Est-ce que les habitants ont eu conscience de ça tout de suite ? L'évolution, parce que je suppose qu'il y en a qui souhaitaient garder, c'est important pour eux de garder cet aspect traditionnel, on va dire, notamment de leur lieu de vie. Oui. C'est facile de faire évoluer les mentalités ? Alors, oui et non. Oui, parce que en théorie, quand on pose la question, souvent c'est ah bah oui, le Davio, on y est allé, on connaît, c'est très bien. Sauf qu'en même temps, un lieu a besoin de vie, a besoin d'être réapproprié par sa population. Donc si c'est oh ben on l'a déjà fait et on revient plus, ça perd de son sens et ça perd de l'objectif que l'on a de créer du lien avec une population et de maintenir toujours cette connexion pour pouvoir au mieux la diffuser après à des touristes sur notre territoire. Et en même temps, dans la pratique, oui, c'est toujours compliqué parce que c'est un site qui est né d'une population qui a porté ce bébé-là et qui l'a à cœur parce que c'est eux qui l'ont fait, ceux qui ont construit chaque pierre de la ferme ou de la grange. Donc forcément, on touche à quelque chose qui a un vécu, qui a un affect. Et dès qu'on touche à l'affect, ça devient beaucoup plus difficile. Alors ce qui a été important pour nous, c'est de nous lancer dans une démarche participative qui faisait que, oui, on touche à un affect, mais on vient rajouter un autre affect différent. Donc ça a été au final important pour nous de se faire accompagner par la population. Alors justement, cette notion participative, c'est-à-dire que vous avez, comme ce que vous aviez fait depuis le début, vous avez demandé aux habitants de participer à la création, ce nouvel écomusée, ce nouveau, j'allais dire, écosystème du Davio. Comment ça s'est passé ? Vous avez, c'est quoi, ils viennent sur le site, ils disent moi j'aimerais bien ça, je voudrais garder ça, je voudrais enlever ça, ça me paraît. Comment ça se passe ? Alors, on l'a organisé dès le début du projet, puisque ça fait à peu près maintenant 5 ans qu'on était sur le projet, qu'on a lancé notre réflexion là-dessus, et dès 2013, on a associé la population dès la réflexion muséographique. C'est-à-dire, en gros, voilà, on a fait ce constat-là, on sait qu'il y a des choses à évoluer. Vous, d'abord, qu'est-ce que c'est que le Davio pour vous ? Donc, on a organisé ce qu'on a appelé des ateliers participatifs, où on se rassemblait à pas plus de 12 parce qu'on sait que la parole au-delà, elle est difficile à gérer. C'est compliqué. Oui. Donc on a organisé cette réflexion d'abord sur ce que représentait notre acception même de ce qu'est le marais. Et à partir de là, ça fusait dans tous les sens et on a créé des cartes mentales. Donc c'est une espèce de cartographie où on part d'un mot qui est le marais. Et ensuite, progressivement, on a des mots-clés qui viennent définir ce qu'est le marais.
Et de cette réflexion-là, nous-mêmes, on s'est posé en disant, mais qu'est-ce qui correspond aujourd'hui dans le Davio à tout cela, et qu'est-ce qu'on a envie aussi d'apporter demain. Et au fur et à mesure de ces groupes sont nés d'autres petits groupes. On a eu notamment un groupe sur la documentation des collections, parce qu'on s'est rendu compte aussi que pour pouvoir développer les thématiques qui avaient été mises en évidence précédemment, il fallait qu'on ait des objets qui portent ces discours-là et ces récits-là. Que ce soit qu'on puisse voir les choses. Oui, c'est-à-dire que quand on nous disait, finalement, moi le Marais, ce qui crée, et ce qui pour moi très important lorsque je parle du Marais, par exemple, c'est le patois. Finalement, nous, dans nos collections, on n'a rien qui parle du patois, mais comment on va pouvoir, de manière implicite, pouvoir en parler, puisque tout le monde nous en parlait. Personne ne savait le parler, mais on savait que c'était important. Donc on a comme ça essayé de se poser les questions, et finalement, à travers des objets, on a pu aussi tirer d'autres discours. D'accord, donc vous êtes parti des... on va faire la chronique d'Aïda d'ici quelques secondes, mais vous êtes parti de ce qui existait déjà, les collections, et vous avez réorganisé ou réinterprété les collections que... Et quand on parle collection, c'est au sens le plus large possible. Oui, c'est ça. Parce que c'est aussi nos bâtiments, c'est aussi notre environnement. Et ça a été le point crucial finalement, c'est créer un parcours qui soit immersif. Alors les collections étaient un support du discours, les bâtiments aussi, mais finalement il fallait mettre en ambiance le visiteur. Et donc l'aménagement extérieur a été très très important pour nous, parce qu'on parlait tout à l'heure finalement de décoder ce qu'est le Marais, mais c'était vraiment de faire en sorte que dès qu'on rentre sur le parcours, on se dit « Ah, ça y est, je comprends, je suis dans un Marais et je le ressens ». Parce que c'était ça, c'était de l'ordre du sensible et du vécu qu'on voulait finalement attirer le visiteur. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Pas assez en tout cas. Pas assez. On va reparler évidemment du Davio, mais d'abord on va faire un point sur les livres avec Aïda. On va parler grand siècle. Exactement, même pas. Je vais commencer avec La Sœur du Roi pour célébrer ma première chronique avec Fanny, qui a si joliment dessiné la marquise de la Roche-Jacquelin. Oui, je me suis dit qu'il fallait trouver un livre qui puisse vous intéresser, Fanny. Et je l'ai choisi pour vous. La Sœur du Roi, qui est-elle? C'est Madame Élisabeth, la sœur du roi Louis XVI, qui finit, comme vous le savez. Très mal. Les livres commencent ainsi. Nous sommes sur la place où, dans quelques instants, doit être décapitée la sœur du tyran. Voilà le début du livre. Après, on découvrira tout au fil de ce livre, ce qu'on découvre toujours dans la vraie vie aussi, que les gens ne sont jamais tout blancs ni tout noirs. Et sauf quelques-uns, sauf quelques exceptions. Alors, ce que moi j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est toute une réflexion autour d'un amour. Est-ce qu'il est platonique? Est-ce qu'il ne l'est pas? On va dire qu'il est platonique. Un amour entre elle et un roturier, brillant botaniste au jardin du roi, adepte des Lumières, évidemment, parce que nous sommes en plein dedans, très bel homme. Et ce qui est beau, c'est toute cette réflexion autour de ce siècle dans lequel cette femme est immergée, autour de cet amour complètement interdit, sœur du roi, roturier. Et puis, je ne veux pas vous livrer le livre, mais il y a une vraie réflexion, et on se pose tout au long, à un bon moment du livre, la question de savoir comment va-t-elle réagir aux Lumières. Est-ce que son amour et son amoureux va lui faire comprendre ce qui se passe en France? Ouvrir les yeux. Voilà, ça, et vous le découvrirez. Donc, on ne sait pas si ils sont amoureux, mais on ne sait pas s'ils concluent. Écoutez, à ce temps-là, on ne sait pas. Et puis, c'est un peu le style d'Alexandra de Broca. Je ne voulais pas présenter l'auteur, je viens de dire un mot. Ce livre est donc Chalbin Michel. Vous savez, elle a publié aussi La Princesse effacée. Elle est productrice de télévision surtout. Elle a commencé à écrire en 2010. Avec La Princesse effacée, elle a beaucoup fait parler d'elle. Et pour répondre à votre question, son deuxième livre, Monsieur mon amour, traite aussi d'une histoire qui a créé des folles rumeurs. Je ne sais pas si La Princesse de Tombal vous dit quelque chose. Si, bien sûr. C'est la confidente et amie de Marie-Antoinette. Est-ce une princesse vertueuse et fidèle, ou est-ce une vraie dépravée, séductrice, etc. Est-ce qu'il y a eu ou pas quelque chose entre les deux femmes? Alexandra de Broca prend ce pari-là, comme dans La Sœur du Roi, d'essayer de voir les êtres tels qu'ils sont et de ne pas s'occuper de ce qui s'est passé dans le lit. Donc je ne sais pas si, pour répondre à votre question, il faut lire le livre pour voir ce qui s'est passé, il faut lire le livre pour voir en quelle mesure cette femme est influencée par les Lumières, puis il faut lire le livre aussi pour voir comment on meurt, comment on meurt à ce temps-là.
Juste, Aïda, Alexandra de Broca, est-ce que c'est de la famille de Philippe de Broca? Exactement. C'est là. Moi, j'ai rencontré. Alors, je fais parce que je vais dans tous les sens. Très vite. Non, très vite. J'ai rencontré Alexandra de Broca ce week-end. Et pour tout vous dire, c'est pas seulement pour vous, Fanny, mais cette femme m'a épaté. C'est pour ça que j'ai lu son livre. C'est la femme de Philippe de Broca? C'est la femme de Philippe de Broca. Oh, elle a une personnalité folle. Elle a aussi une écriture très scénaristique, très jolie dans le livre. Alors, moi, je l'ai découvert autour d'un film que je vous conseille si vous avez l'occasion. Et qui passera, je l'espère, en Vendée, même si le sujet ne traite pas des guerres de Vendée tout à fait. Le film s'appelle Les Chouans, film de Philippe de Broca, avec, je vous donne que l'affiche, Philippe Noiret, Stéphane Fraisse pour vous, Adèle, Charlotte de Turckheim, Sophie Marceau. Alors Sophie Marceau, à 20 ans, avec un petit tablier blanc, un corset noir, je peux vous dire que rien que pour cette image, il faut regarder les 4 heures du film, pas le film de cinéma, mais le film de télévision qui est différent. Et moi, j'ai rencontré Philippe de Broca il y a très longtemps, et c'est un homme merveilleux. Voilà, il est décédé, et c'est son épouse qui continue à faire vivre, qui est gardienne de sa mémoire et de son œuvre. Voilà. On rappelle le titre? Alexandra de Broca, La sœur du roi, aux éditions Albin Michel. C'est une vraie belle histoire, bien documentée parce qu'elle a une maîtrise d'histoire sur les émigrés de l'exil aux USA pendant la Révolution, donc elle connaît bien le sujet. Très bien. On va reparler aussi de Grand Siècle tout à l'heure. En 30 secondes. Ça, c'est quand elle a beaucoup aimé, Aïda. On va reparler bande dessinée, Fanny. On se fait un point sur Terre, c'est ça? Est-ce que je peux faire une petite parenthèse Oui, Luce. Parce que sinon, je voudrais pas oublier. Vous avez le droit, parce que j'adore Luce. Oui, je sais bien. Donc, fallait que je parle de ce... Enfin, je voulais présenter juste vite fait la couverture et puis aussi préciser qu'en fait, il vient de sortir. C'est un recueil de tous les travaux de Luz, surtout concernant son travail sur la musique et le rock notamment. Donc, petite pensée pour Laurent Charliot. Ouais, pas trop. Je rigole. Oui. Et Luz, pour l'anecdote, c'est quand même l'un ancien de Charlie. Un ancien de Charlie qui rescapé, je dirais. Qui est rescapé de Charlie et qui continue à dessiner d'ailleurs. Avec un très beau catharsis. Il faut continuer de dessiner. On parle de Terre? On parle de Terre, présent. Moi j'aime bien, on va des trucs. Alors, Rodolphe et Dubois. Alors, Rodolphe et Dubois, donc déjà je voudrais préciser l'éditeur, Daniel Maguen. Ouais. C'est toujours de très belles œuvres qu'il édite. Ouais. Je vais faire un peu de lecture. Donc, un homme surgit de nulle part, sans passé ni mémoire, devient le guide d'une étrange planète. Un nouveau récit d'anticipation en 3 tomes, imaginé par Rodolphe et mis en image par Christophe Dubois. D'accord. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui est découvert dans un cimetière un peu particulier. C'est un univers très c'est science-fiction, fantastique. Hein. Ouais. Oui, science-fiction, mais c'est pas du Star Wars non plus. Non, c'est entre le fantastique et le science-fiction. Oui, c'est anticipation, on va dire. Voilà, exactement. Voilà, cherchez le mot. Et donc, il ne parle pas, il est découvert nu, il a l'air même très niais. Et puis, donc, le personnage, Pip, qui est un payeur de thon, le découvre et il le ramène dans le village de Bacourtil, qui est une espèce de village alors très fantastique qui fait rêver, accroché à des rochers. Ouais. Donc c'est super tout ce qu'on voit pas, un peu à la manière de Rocamadour finalement. Ouais, il y a un côté un côté un peu comme ça, très féerique. Et puis ce personnage, il va petit à petit, il va apprendre en fait, il va apprendre à parler et surtout on va se rendre compte qu'il est capable de réparer toutes sortes d'objets que Pip a découvert et qu'il a ramené de ses fouilles, des cimetières, mais des objets en fait qui ne parlent pas forcément aux personnages du livre, mais qui nous, lecteurs, nous parlent parce qu'on s'aperçoit que c'est des objets de notre vie courante. Du quotidien. Et on va découvrir petit à petit ce qui va arriver. Je ne veux pas faire de... Non, je vais pas raconter l'histoire, mais bon, bien sûr, il y a des prêtres qui dirige Bacourtil et qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ce personnage qui serait annoncé dans des prophéties. Ah, d'accord. Voilà. C'est le premier tome. Hein. Ça, c'est le premier tome. Ce sera une histoire en trois parties. C'est hyper beau. C'est très, très beau. Et voilà. Après, graphiquement, c'est sûr que là, il y a un très, très grand niveau de dessin. Un petit peu ce qu'on pourrait trouver dans les dessins, ce qui se faisait... le dessin à la française il y a 30 ans, on retrouve un petit peu du Moebius, je dirais. Oui, aussi, voyez, donc très 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 maîtrisé. Alors c'est qui écrit et qui dessine? C'est Dubois qui dessine? Le dessinateur c'est Christophe Dubois. Voilà. Et le scénariste c'est Rodolphe qui a 150 scénaristes. Ouais. Très connu. Très prolifique. Volume 1, ça veut dire bientôt volume 2 alors?
Lucilla vient de sortir, donc à mon avis, il est sorti là. Il faut attendre un peu pour... En général, c'est 1 an. D'accord. Mais bon, je dirais, vu la quantité, vu le travail, moi j'aurais tendance à penser qu'il faut 2 ans, mais ils sont tellement doués, les dessinateurs d'aujourd'hui, que moi j'arrive même pas à comprendre comment ils arrivent à fournir autant de travail en si peu de temps. Donc ça, c'est une valeur sûre. Terre, on rappelle, donc ça s'appelle Terre de Rodolphe et Dubois. Terre aux éditions Daniel Maguel, super beau, qui est aussi un galeriste, le galeriste des planches de bande dessinée. Merci beaucoup Fanny. On va reparler du Davio dans cette fin de deuxième partie assez court, puis on en reparlera évidemment dans la troisième partie. 18 mois de travaux, Annie, c'est beaucoup pour un lifting. C'est pas un lifting. Est-ce que c'est un autre site? Ah, c'est un autre site. C'est pas du tout, on refait quelques peintures et puis on remet au propre. Hein. Ouais. C'est vraiment, on a repensé entièrement le parcours et ce qu'on avait envie de raconter finalement. D'accord. On parle d'un vrai récit, ne serait-ce que parce que, voilà, on l'évoquait tout à l'heure, je pense que les générations ont changé aussi, que nos visiteurs sont dans une autre attente, et ne serait-ce que parce que, de manière générale, les sites ont besoin de se renouveler. Alors là, finalement, on a attendu quand même pas mal de temps avant de le renouveler. Donc oui, c'est un autre site et c'est surtout un vrai pari aussi sur l'avenir parce qu'on a voulu que ce site il soit évolutif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a imaginé aussi s'appuyer sur du numérique pour que progressivement, au fur et à mesure de nos connaissances, de l'amélioration de nos connaissances, on puisse l'agrémenter et au final avoir quelque chose qui puisse évoluer dans le temps et agrémenter à chaque fois des contenus différents et des objets qui pourraient évoluer. Donc c'est pas un site fermé. Donc c'est pas un site fermé, loin de là. C'est un site vraiment ouvert, dans le premier sens du terme d'ailleurs, parce qu'il y a le parcours, on va en parler bien sûr, mais c'est aussi le fait de se dire, on parie sur les 40 prochaines années. C'est un peu ça. On parie aussi sur le fait que la pratique, elle corresponde à nos visiteurs, en tout cas certes aujourd'hui, mais encore dans les 10 prochaines années, sachant que c'est aussi un site qui est de l'ordre de l'expérience de visite. Ça, c'était important pour nous, c'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement dans je délivre un discours et j'explique finalement le Davio, c'était que je ressente les choses. Donc on a parsemé comme ça tout au long du parcours des éléments où finalement on attend que le visiteur soit dans l'émotion, se dise waouh, j'avais pas vu le Marais dans cet esprit-là, ou tout d'un coup j'ai les poils qui se dressent sur la peau parce que on m'a fait vivre quelque chose que je n'ai jamais ressenti ailleurs. Et notamment dans un de nos espaces, on a travaillé sur les danses et musiques pour montrer que finalement c'est quelque chose qui se vit. On n'avait pas envie de raconter les danses, c'est-à-dire en gros celle-ci elle est née, la Maréchine, la vendeuse, le truc. Voilà, exactement. On avait finalement envie que les gens s'immergent dedans et se disent ah mais je comprends pourquoi ici ça se vit et pourquoi on le danse encore dans les mariages. C'est que tout d'un coup on a cette ambiance collective, l'idée d'être ensemble, de partager quelque chose ensemble, et même à la fin de l'inauguration on a fini par un petit pas de danse vendredi dernier parce que tout d'un coup on est dans un état où c'était naturel. Voilà, c'est ça, c'est que on a envie simplement de partager ensemble quelque chose, et comme ça fait partie de cet héritage culturel d'un territoire qui le vit encore aujourd'hui, parce que dans les noces c'est bien rare qu'il n'y ait pas à un moment donné une Maréchine. C'est comme la danse de la brioche dans le bocage, c'est un peu pareil. Hein. Exactement. Donc c'est ça qu'on a voulu aussi dans ce parcours, c'était, certes on est dans un esprit immersif dans le Marais, donc déjà on est dans le ressenti. Et ensuite, progressivement au cours du parcours, on se dit mais moi ça y est, ça me fait finalement me souvenir moi-même d'un mariage ou de mon propre mariage où on a ressenti quelque chose d'être bien ensemble. Bien ce petit moment-là, on a essayé de... Puis on a ponctué comme ça tout au long du parcours des sensations, on va dire. C'est pour ça que vous parlez de poésie ? Ah oui, je pense. Ouais. Ah oui, parce que... on parlait tout à l'heure aussi des habitants. Et rien de tel que d'être dans le subjectif. C'est-à-dire que le Davio en tant que tel, c'est d'abord certes un musée qui a un discours derrière qui est scientifique, avéré, mais finalement, c'est pas ce qui fait le lien. Voilà, c'est pas ça qui fait que tout d'un coup on va être emballé et qu'on va ressentir le Marais. Et cette parole d'habitant qu'on a voulu conjointe avec le discours qu'on pouvait avoir derrière, elle est subjective. C'est-à-dire qu'on a une parole d'habitants d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des gens que vous pourriez rencontrer partout lorsque vous explorez le Marais, qui tout d'un coup se sont arrêtés et qu'on a conviés à simplement, pas témoigner, parce que témoigner, ça veut dire qu'on parle d'une époque passée, mais simplement de parler de ce qui fait qu'ils ont à cœur le Marais. Donc on a des gens qui nous disent simplement, moi je peux pas partir trop loin du Marais parce que finalement ça me manque. Voilà. Et je ne saurais pas l'expliquer, mais tout d'un coup, j'ai un lien particulier avec ce territoire parce que c'est des grandes étendues, j'ai l'impression d'être libre. Ou là, on voit quelqu'un qui dit moi j'y ai toujours vécu et je partirai jamais de ce lieu parce que finalement, j'adore mes voisins, j'adore partager avec eux des moments intimes dans ce lieu-là. D'accord. Et c'est
cette émotion-là, ce subjectif qu'on a voulu injecter dans le Davio. Ouais. On va en reparler du Davio, puis on va parler aussi concrètement de ce que l'on va pouvoir voir, mais ça sera dans la 3e partie de cette émission. On se retrouve juste après une courte pause. Retour dans la 3e et dernière partie de cette grande émission consacrée au Davio, au nouveau Davio qui vient d'ouvrir ses portes et que vous pouvez découvrir tous les jours, surtout cet été, ça sera le meilleur moment. Vous pourrez découvrir surtout les extérieurs de ce j'ai dit nouveau Davio, mais c'est le Davio, le nom n'a pas changé. On va parler concrètement de ce que vous allez pouvoir y voir d'ici quelques instants, mais d'abord on va faire un tour dans le grand siècle avec Aïda. C'est quoi ce gros livre, Aïda? Alors, le siècle des sacres. Parce que forcément... Ça claque. Hein. On s'est tous demandé cette semaine, et tout lien et rapprochement avec l'actualité s'arrêtera là, Adèle. On s'est tous demandé comment finalement se prépare-t-on à cette journée. Ouais. Effectivement, la Ve République n'est pas la même chose que voilà, et je n'ai pas trouvé de livre sur tous les précédents, le siècle de toutes les présidentielles. Mais ce que j'ai bien aimé, et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là, ce que j'ai bien aimé, c'est un livre qui est très documenté, avec beaucoup de photos. Je vous montre les photos d'abord, après je le pose. Nous avons 17 sacres depuis 1838 jusqu'en 2014. On commence avec les monarchies à l'ancienne, on arrive à nos jours. Et à chaque fois, ce qui est bien, en plus des photos, je ne vais pas vous faire un quiz pour voir si vous les reconnaissez. Parce que, tout ça. Voilà, il y a tout... Je le montre à la caméra. C'est pas évident en fait avec le livre. Oui, je le montre moi. Voilà, on va faire comme ça. Je vais faire la. On va faire comme ça. Ça va être plus simple. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Jean Decars. Jean Decars, le nom vous dit à tous quelque chose. Il écrit mieux que son père, moi je trouve. Non mais c'est vrai parce qu'il a trop... Ça a le mérite d'être clair. Écoutez, non mais moi je trouve que les écrivains, lorsqu'on est écrivain et qu'on vient à l'ombre et qu'on grandit à l'ombre d'un chêne, d'un père qui est lui-même écrivain, c'est jamais évident. Et moi j'aime bien l'écriture de Jean Decars. Il est historien, l'historien des grandes dynasties d'Europe et de leurs plus illustres représentants. Dans ses sagas les plus connues, je vous en cite quelques-unes. Eugénie, la dernière impératrice, Sissi ou la fatalité, la saga des Romanov, des Windsor, de Grimaldi. Autant vous dire qu'il connaît, tout le grand reporter aussi à Paris Match lorsqu'il était jeune, il connaît, pour les avoir côtoyés de près, toutes les grandes dynasties d'Europe, et il est donc allé les voir. Ce qu'il a mis dans ce livre, moi je trouve, et ce qui m'a plu à moi, c'est pas juste qu'on nous raconte qui a fait quoi, ce qu'il a fait quoi. Il y a beaucoup d'anecdotes, et puis il y a aussi ce moment dont je vous parlais, de comment se prépare-t-on à devenir, à prendre dans ses mains les destinées d'un peuple et d'un pays. Ouais. Voilà. Après, chacun se prépare comme il veut. Après ça, rassurez-vous, vous avez aussi des petites anecdotes croustillantes. Un roi que je ne vous citerai pas croise un monsieur sortant des appartements de la reine. Ça, c'est Monaco. Et puis, le roi a dit, dans ce cas-là, évidemment, puisque c'est un roi, monsieur, je n'ai pas le plaisir de faire votre connaissance, quelque chose dans le genre. Vous, que vous sortez de l'appartement de la reine, vous êtes sans doute son confesseur ou son médecin. Évidemment, ce n'était ni l'un ni l'autre. Blague à part. Je sais pas. Mais blague à part, il faut aussi savoir, pour rester avec ces histoires de reines, il faut aussi savoir, et il le dit, Jean Decars, que c'est pas aussi les reines, c'est pas aussi facile que ça de tromper son mari. Et j'en arrête là, c'est pour vous faire le petit côté croustillant, parce que je sens que le côté histoire, ça va vite vous assommer. Non. Parce qu'il faut savoir au pied du lit d'une reine, il y a chaque nuit un valet, une femme de chambre, et les deux en même temps. Donc forcément, voilà. Oui, d'accord, j'y avais pas pensé à ça. Non, mais je plaisante. C'est un livre surtout très sérieux, très documenté. Et mes petites blagounettes, c'était juste pour que vous ne vous endormiez pas pendant que je vous parle de temps de roi. Non, ce qui veut dire aussi qu'on peut pas lire tout dans une seule... on peut juste piocher. Ou moi, ce que j'ai fait, c'est évidemment, je n'ai pas tout lu, mais je pars d'une photo qui me plaît pour voir ce qui se passe, pour voir un peu quelle est l'histoire et puis à quel personnage on a affaire. Et Jean Decars écrit très bien, je le redis, parce que c'était ma découverte de son écriture. Voilà. Merci beaucoup, Aïda. Alors, un autre roi va rentrer sur ce plateau. Il s'appelle Max. C'est le roi de la magie. Bon, j'ai oublié ma couronne, mais c'est pas grave. Et c'est surtout que ça fait un sacré bail qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un moment, hein. Vous m'avez manqué, hein, c'est vrai. Oui, mais vous aussi, hein, mais je me souvenais plus comment vous étiez.
Ah bah oui, parce que oui, j'ai coupé mes cheveux aussi. J'ai vu. Comment ça va, Max? Non, c'était bien l'Allemagne. C'était formidable. Oui, vous avez le bonjour de Mme Merkel, hein, bien sûr. Oui, qui est très occupée en ce moment. Moi, je suis quand même très contente d'être revenue en Europe de l'Ouest, hein, mais enfin bon, écoutez, tout se passe bien. Voilà, je pense qu'il a pas en allemand. Hein, il n'a pas laissé son numéro en Allemagne. Ich heiße Max Toriloche, ich bin ein Zauberer. Vous savez Ich spreche Deutsch ein bisschen, ja, weil ich habe Jahre in Deutschland gewohnt. Et le tour de magie, vous allez le faire en allemand aussi? Also ja, und du, sprechen Sie Deutsch ein bisschen? Non, j'ai pas fait allemand, je sais pas parler allemand, j'ai fait espagnol. Moi. Du sprichst nicht Deutsch? J'ai fait espagnol, j'ai fait espagnol, je suis désolée, je ne comprends rien. Bon, allez. Alors, je vous ai apporté des petites cartes. Ah, puis j'ai une petite info, petite info pour fin juin. Vous êtes où fin juin? Bah, je serai là. Mais j'ai une amie qui vient de très loin, elle vient de Tahiti. C'est une magicienne de Tahiti. D'accord. Et je vais l'emmener ici. Ah, on va essayer de faire en sorte, parce qu'elle vient en Vendée en plus. Donc, vous voyez, c'est amusant. Hein. Eh bien, c'est très bien. De la chemise. Un petit côté tropical. Oui, exactement. Exotique. Bien, votre bien. Carte, oui, alors votre paquet de cartes là. D'accord. Parce que si vous n'êtes pas venu pour enfiler les perles, on est d'accord. Alors, non, vous savez. Bon, alors, donc je vais prendre. J'ai préparé mes 4 as sur le dessus. Ok. D'accord, hein, pour gagner un petit peu de temps. Et je voulais vous faire un tour. Vous savez, c'est un grand classique. Vous l'avez vu déjà, non? Vous regardez jamais Télé Vendée? J'ai déjà fait plein de fois. Non mais Annie, elle travaille comme une... Elle vient juste d'ouvrir le Davio, donc elle n'a pas eu le temps. T'as 18 mois, là. 18 mois. Regardez ma chronique plus souvent. Enfin. Ça fait un mois qu'il n'est pas mis. Regardez, il y a les 4 as ici, d'accord? Voilà. Et regardez, si on met un as à l'intérieur comme ceci, à l'envers, et ben automatiquement, il se remet à l'endroit. C'est rigolo. C'est rigolo quand même. C'est pas drôle, ça me manquait pas, vous voyez ça. Alors par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des doubles dos maintenant. Vous voyez, il n'y a plus du tout de face. Alors c'est amusant. Enfin. Ah si, les faces sont ici. D'accord, donc on a bien les 4 as. Et puis maintenant, il n'y a plus de dos du tout. Enfin bon, on n'y comprend absolument rien. Mais voici notre petit as du début. C'est rigolo, non? Ouais. En fait, il y a une cellule psychologique après le plateau pour les invités parce qu'ils ne comprennent rien. Oh, bon, écoutez, je vais mettre mes 4 as ici. Je vais faire choisir maintenant, pas une carte, mais 2 cartes. Tiens, fiche. Alors, Annie. Vous pouvez rester là. Non, c'est du tour moderne, on reste à sa place. C'est génial. On n'a pas besoin de faire des déplacements. Allez-y, dites-moi stop quand vous voudrez, mais de préférence aujourd'hui. Les blagues. Stop. Stop ici? Oui. D'accord. Alors, on va pas regarder la carte. Mais nous non plus. Nous non plus. Adèle veut choisir une carte. Ah non, c'est pas grave. Adèle, choisissez votre carte. Non, c'est pas ça. C'est que normalement, on montre la carte au public. Mais bon, c'est pas aux téléspectateurs. D'accord. Non, oui, d'accord. D'accord. Ça va pas beaucoup mieux. Bref. Si, elle est bien, je trouve. Elle est bien. Bon, allez, la carte. Allez-y, disez-moi stop. Ah oui, moi aussi. Oui, parce que... Ah oui, allez. Bah, on n'est pas complices, hein. Non, ça fait un mois... Allez-y, disez-moi stop. Avant la fin des cartes. Mais non, allez, on commence. Allez. Stop ici. Donc ça fait 2 cartes. S'en fiche parce que de toute façon on va pas les voir. Elles vont disparaître? Oui, alors il y a des... Vous vous rappelez des 4 as, hein? Oui. D'accord. Alors j'en prends une ici, regardez. Donc ça c'est la carte choisie. Il est bien. Hop, chou. Oh, ça m'énerve. D'accord. Ça c'est la deuxième. D'accord, donc attention, hop. Elles sont là? Alors là c'était combien? 4 as? Donc 4 plus 2 ça fait? 6. Oui, c'est ça. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il n'y a plus du tout de... les as, il n'y en a plus. Ah ouais, c'est comme ça. Regarde les couleurs, regarde. Non, mais on est tout près. T'as vu? Regarde les couleurs, là. T'as vu? C'est du tahitien, ça. Hein? Ouais, c'est pas allemand. Alors, regardez, vous avez vu, il y a des numéros dessus. Des grilles de quoi? C'est des grilles, ouais. C'est des grilles, ouais. Alors, c'est pas pour faire... Non, c'est pour faire des lotos, pour faire gagner de l'argent, mais bon, il n'y a plus d'argent. C'est quoi? Pourquoi il y a plus de... Alors, il y a des numéros. Alors, on va faire un petit jeu avec, par exemple, Annie. Hein, parce qu'on n'est pas complice du tout. Il y a des numéros, c'est numéroté de 1 à 60. Donc vous allez vous-même et seulement vous choisir un des numéros, un seul, au hasard, entre 1 et 60. D'accord? Vous gardez bien votre numéro. Je vais faire défiler les cartes et vous allez me dire, vous avez l'écran de contrôle qui est là, si vous voyez... on ne voit pas grand-chose là. Je vais mettre comme ça. Est-ce que vous voyez, les bon chiffres ou pas? Non, il est à l'envers. Il faut que je la mette à l'envers. D'accord. Est-ce que la carte est telle? Est-ce qu'il y a du chiffre sur la carte? Si vous ne voyez pas, on peut vous apporter des lunettes. J'ai pas l'impression que c'est soit. Ou alors, est-ce qu'on peut, comme ça, non, ça va peut-être un peu trop loin. Je montre? Ouais. Je peux montrer? Ouais, on a le temps. On est entre nous, mes amis, hein, c'est vrai? Oui. Il est dans. Très vite, Max. Voilà, très vite. Est-ce que dans celui-là, il y est? Vous voyez?
On a des moyens de dingue ici. Oui. Je vous rappelle, c'est un numéro qui est pensé. Il y est aussi, d'accord. Ici aussi, d'accord. Très vite, Max. Très vite. Ah bah, il ne me reste plus que 3 cartes, ça va. Non. Pas là. Pas là. Allez, vite. Là. C'est un numéro qui est pensé, c'est ça qui est difficile. Hein. Il y est, d'accord, ok. Allez, ici. D'accord. Oui, il y est. D'accord. Et dernier. Et il y est aussi. Et là, le dernier. On a déplacé, Max. Alors, c'est pas grave. Non. Alors, je vais essayer de faire un truc. Laissez-moi 10 secondes, d'accord? Alors. Parce que là, vous l'avez stressé. Allez. Ok, je pense que c'est le numéro 58, mais je me suis peut-être trompé. 58, c'est vrai? C'est ça. Oh, c'est flippant. Écoutez, bravo, Max. Mais c'est difficile. C'est difficile, c'est un numéro pensé. Hein, c'est vachement bien. Et on n'était pas complices. Ah non, ah non, ils se connaissaient pas avant. À bientôt. Merci, Max. À la semaine prochaine. Ouais, ciao, bye. À bientôt. Merci, je passe devant la caméra. Max, il a aussi son site internet toujours. Hein, vous pouvez le contacter directement via son site, mais c'est incroyable. Alors là, je suis assez bluffée. On va terminer cette émission sur le Davio. Annie, on va pas parler de tout ce qu'il y a à faire sur le Davio parce qu'il y a énormément de choses. Je voulais quand même qu'on parle du fameux grand hall d'exposition. Ça, c'est tout nouveau. Oui. En quoi, très moderne d'ailleurs. En quoi, qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir à l'intérieur? Alors, du coup, c'était notre ancienne salle d'exposition temporaire qui nous semblait important de réinscrire dans le parcours, d'autant que, on en parlait tout à l'heure, il fallait donner des clés de compréhension du Marais pour des visiteurs qui parfois s'étonnaient de ce qu'était le Marais breton. Donc on est vraiment parti sur l'idée de décrypter ce qu'il était, dans un point de vue d'abord environnemental, puisque c'est la base de tout, et puis ensuite progressivement d'un point de vue historique. Donc là on a redonné aussi de l'épaisseur historique au Davio qui était un peu principalement positionné sur 19e, 20e. Là on revient jusqu'aux premières occupations, enfin vraiment la préhistoire, en passant par toutes les grandes étapes jusqu'à aujourd'hui. Et donc les cartels numériques en plus nous permettent d'approfondir si on le souhaite. Et on termine ensuite sur l'adaptation de l'homme à son environnement. C'est-à-dire que oui, il y a un environnement qui est très très marqué et très marquant, et comment l'homme finalement s'y est adapté pour pouvoir y vivre et épuiser les ressources nécessaires à son installation sur le territoire. Est-ce qu'il y a une notion aussi environnementale? Ah, mais qui est très forte. C'est la base de tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une adaptation de l'homme, finalement, si l'empreinte environnementale, elle n'était pas celle qu'elle est. C'est-à-dire que finalement, s'il n'y avait pas eu ce marais avec toutes ses spécificités et toutes ses caractéristiques, il n'y aurait pas le marais tel qu'il est, il n'y aurait pas cette culture, il n'y aurait pas cet héritage-là. Donc il y a une notion de protection. Totalement. Totalement. Je voulais revenir sur le parcours, on en a parlé et puis on le voit, on a vu le parcours. Ça me fait penser à une cité lacustre de temps en temps. Ah bon? Il y a un côté un peu cité lacustre, je trouve, avec cette ouverture. C'est vrai qu'on ne voit pas tant que ça l'eau, mais ça a été fait exprès ou pas, ce côté très aéré comme ça? Alors la particularité du Davio, c'est que très très rapidement a été pris en compte l'environnement en tant que tel, c'est-à-dire que c'est un écrin, mais l'écrin, il fallait le préserver tout autour et faire en sorte notamment que l'urbanisation ne rattrape pas le site. Donc c'est le département qui a acquis, dans le cadre des espaces naturels sensibles, les terrains autour du Davio, de telle sorte à maintenir cet écrin dans un environnement qui soit protégé. Et donc pour garder cet esprit très ouvert avec cette belle perspective, en tout cas sur le Marais, ce qui forcément donne une autre impression et une grande ouverture. Ce qui veut dire qu'on peut rester combien de temps sur le site? La journée si on veut. C'est ça. Avant c'était moins. Alors long. Avant on pouvait le faire. Là ça justifie d'autant plus qu'on a revu vraiment tous les espaces et qu'on a vraiment ouvert à la contemplation aussi. Donc on peut se poser à un endroit et y passer la demi-journée, la journée. Je pense que c'est frustrant de le faire en 2 heures par contre. D'où les fameux 7 univers que vous avez mis en place, la formation du Marais, l'agriculture, etc. Un parcours d'1 kilomètre avec ces 7 univers, et si on vraiment ressentir tous les éléments les uns après les autres, je pense que oui, la demi-journée au minimum. Vos perspectives de public, du nombre de personnes, je ne sais pas d'ailleurs combien de personnes venaient au Davio. Alors précédemment, on faisait entre 20 et 25 000 visiteurs à l'année, dont une grande partie sur la période estivale. Alors ouvert toute l'année, effectivement, on avait un fonctionnement qui est un petit peu différent même d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on assume pleinement notre saisonnalité. C'est-à-dire qu'on est là cette année ouvert de mai à septembre sur une ouverture pleine et entière, donc hall d'exposition, le parcours extérieur et les animations. Par contre, on a un fonctionnement hivernal uniquement avec le hall d'exposition à partir d'octobre, et ce jusqu'à octobre, novembre, et puis après février.
février et mars, et après réouvert en avril l'année prochaine sur toute la totalité du site. Donc là, c'est vrai qu'on profite aussi de la météo, puisqu'on a un marais qui est quand même très ouvert, par cours intérieur et par tour extérieur. Et on a des activités, notamment en termes d'animation, on a notre saunier, et c'est vrai que lui dépend totalement de la météo. Je rappelle juste qu'on du 13 mai au 1er octobre, les tarifs sont les suivants. Pour les adultes, c'est 10 € et pour les enfants, c'est 7 €. Je crois qu'il y a encore un autre tarif. Après, il y a des tarifs spécifiques pour les familles, effectivement. Familles, etc. Et si vous voulez avoir toutes les informations sur l'ouverture du Davio et de ce que vous allez y trouver, vous avez le site internet dont on a vu l'adresse tout à l'heure, le davio.fr. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce site-là, mais le mieux, c'est d'aller carrément le voir. C'est ouvert, vous pouvez y aller dès demain si vous le souhaitez. Merci encore, Annie Josse, d'être venue pour nous parler de ce nouveau Davio. Mesdames, je vous dis, ou mesdemoiselles, je vous dis à très vite aussi. Moi, je vous souhaite un très bon week-end sur TV Vendée. Je vous embrasse.